Van Hersel, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire, vous venez de réaliser une enquête à la recherche de nos vies intérieures et vous avez interviewé 8 spécialistes de tous les domaines. Il n'empêche que Christophe André, il avait donné déjà une première réponse très très simple à la question de la vie intérieure, de définir la vie intérieure, dans son livre Les états d'âme. Les états d'âme, c'est pour lui, c'est quelque chose à bas bruit, comme il dit. C'est cette petite musique que nous avons en permanence dans la tête et que éventuellement on peut essayer d'arrêter en méditant. Et je lui posais la question de savoir si nous, monsieur, madame, tout le monde, qui ne sommes pas forcément des grands génies et des grands artistes, si nous n'avions pas besoin d'une crise. D'une crise, ça peut être une crise physique, mentale, morale, psychologique, une maladie, un deuil, un divorce. Si nous n'avions pas besoin de cette crise, de ce choc, pour nous réveiller à ce qui est essentiel. Et lui a eu tendance à me dire, je suis écologique, je ne hiérarchise pas, il peut y avoir des petites pensées, il peut y avoir des grands éblouissements, je les mettrai d'une certaine façon sur pied d'égalité, et donc il n'y a pas forcément besoin d'un choc. Mais il reconnaissait que pour beaucoup d'entre nous, il y a un déclic, en effet. Alors, quand on rencontre Stanislas Dehaene, qui est un neurologue, est-ce que l'altruisme ne serait pas un frein à la vie intérieure? Qu'est-ce qu'il en pense? Il dirige un très grand labo dans le sud de Paris, à Orsay, qui s'appelle Neurospin, et ils ont établi que au moment où vous prenez conscience de quelque chose, là par exemple, si je vous dis, tiens, il y a un oiseau qui chante là, en fait, vos oreilles l'entendaient, mais vous n'en aviez pas pris conscience parce que nous sommes dans une conversation et que nous sommes concentrés sur notre conversation. Si je vous dis tout d'un coup, tiens, regardez là, il y a un oiseau qui chante, tout d'un coup, vous prenez conscience, n'est-ce pas, de cette altérité, de cet autre qui est un oiseau qui chante. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'ils ont mesuré, c'est que c'est l'ensemble de votre néocortex qui s'embrase. C'est-à-dire que la moindre prise de conscience, même d'une chose minime, réveille l'ensemble. Et pour eux, ça a été une surprise. Alors, Catherine Dolto, qui est la fille, qui est une pédiatre, qui est la fille de Françoise, psychanalytique, qui a dit qu'il ne fallait pas gifler les enfants. Avec elle, vous avez parlé de vie bouturée depuis celle de nos parents. Alors là, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Elle trouvait que cette expression était belle. Elle m'est venue comme ça. Moi, j'étais très intéressé par la psychogénéalogie, c'est-à-dire que nos vies, n'est-ce pas, nos vies, tant physiques, génétiques, mais aussi psychologiques, dépendent de ce qu'ont fait nos ancêtres. Pas simplement papa-maman, mais grands-parents, etc. Et pour elle, c'est une évidence. Elle le mesure, elle pratique une chose qui s'appelle l'aptonomie, qui lui permet d'entrer en contact, en particulier avec le bébé dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Et ce bébé, en le touchant, c'est une technique qui a été inventée par un Hollandais, Frans Veltman, toucher affectif, n'est-ce pas? En touchant le bébé, elle se met en rapport avec lui et elle communique. Et elle apprend à la maman et au papa à faire la même chose. Et ce dont elle s'aperçoit, c'est qu'en aidant l'enfant à s'autonomiser et à danser dans le ventre de sa mère, quelque part, on va lui donner une indépendance bien sûr, il sera toujours bouturé, c'est-à-dire, il est le prolongement, la prolongation de papa-maman. Et si papa et maman sont grands, il sera grand, s'ils sont noirs, il sera noir, ça, il ne peut pas faire autrement. Mais, c'est comme si il héritait. Nous avons tous hérité de nos parents, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des boutures de nos parents, mais nous pouvons utiliser cette bouture de façon beaucoup plus autonome. Et alors Arthur H, qui est le fils de Jacques Higelin,
qu'on connaît bien aussi. Il pense que pour découvrir sa vie intérieure, il s'interroge. Pour découvrir sa vie intérieure, faut-il accepter qu'au fond, nous ne soyons rien? Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, d'une part, il dit que pour lui, vie intérieure, la vie intérieure, c'est la première vie, c'est la vie essentielle. La vie extérieure n'est jamais qu'un prolongement de la vie intérieure. Mais cette vie intérieure, il la décrit comme à 2 étages. Il dit, il y a une première vie intérieure qui est, par exemple, pour lui, qui est musicien, et qui écrit ses musiques, et qui écrit ses textes. Il y a l'inspiration poétique, qui est une vie intérieure qu'il contemple avec un ébahissement émerveillé, c'est-à-dire que d'où lui vient l'inspiration, ça. Mais cette vie intérieure, une fois qu'il se branche dessus, il parle beaucoup de se brancher comme sur une vibration. Il dit, nous, musiciens, on est dans la vibration. Et une fois qu'il se branche sur ce qui est pour lui essentiel, à ce moment-là, il dit, alors il y a un deuxième niveau, alors qui est beaucoup plus mystérieux, qui est infini, qui est immense. Et alors il dit pas exactement rien, mais c'est rien de communicable. C'est quand vous remettez à zéro, le reset. Souvent il y a écrit reset, et on remet à zéro, on annule, et lui, lui qui est, en tant que mathématicien, vous savez que c'est un très grand champion, un médaille Fields, c'est comme prix Nobel de mathématiques, enfin médaille Fields de mathématiques. Donc quelqu'un, et il le dit, d'ailleurs il dit, quand on est mathématicien, ça n'arrête pas, même... éventuellement, vous faites semblant d'être avec les autres, vous êtes à table, là, on est en train de manger, et en fait, ça calcule, et ça peut saturer, ça peut le fatiguer. Donc, il a besoin, et il le fait, il a trouvé la technique pour remettre à zéro, c'est-à-dire on fait le vide. Alors, il ne pratique pas la méditation, il s'allonge par terre, il fait le vide. Il peut le faire aussi, il fait le vide en 10 minutes. En 10 minutes, ça m'a rappelé les siestes de Napoléon. Vous savez, Napoléon, il faisait une sieste en un quart d'heure, il était frais et dispo. Et lui, voilà, il a besoin de se recharger, mais non, c'est de se décharger plutôt. Il faut vider le mental pour... Alors, il n'est pas contre, il dit, je lui demande s'il est mystique, il dit, je ne suis pas contre ce mot, lui aussi, comme Arthur H., il se branche sur quelque chose qui le dépasse infiniment. Khaled Bentounès, qui n'était pas du tout prévu pour ça, et puis qui se retrouve un jour parce qu'on lui demande de remplacer son père, de succéder à son père, il devient 46e maître spirituel soufi. C'est extraordinaire. La question qu'on peut se poser, c'est comment passer, parce que c'est une de ces interrogations, comment passer du moi-je au nous tous. Qu'est-ce qu'il en pense lui? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors ça m'a beaucoup frappé, effectivement, et j'ai beaucoup aimé, et ça m'a rappelé des choses que m'avaient dit mon père et ma mère, c'est-à-dire que l'humanité est une, et que il n'y a pas, c'est pas des Jeux Olympiques où certains seront sauvés et d'autres non. Il pense, et il dit que dans les croyances des soufis, qui sont un peu les mystiques de l'islam, et qui sont absolument non violents et extrêmement inspirés, poètes, au fond de lui, même la pire ordure garde une âme pure. Et cette âme qui reste pure, elle est reliée, si vous arrivez à la contacter, et ce n'est pas votre personnalité, ce n'est pas votre mental, ce n'est pas votre ego, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup d'attention, beaucoup d'humilité pour arriver à contacter au fond de soi. À ce moment-là, cette âme, vous vous apercevez qu'elle est reliée à toutes les autres âmes. L'essentiel, d'une certaine façon,
échappe aux mots, hein, mais une chose est sûre, c'est notre partie créatrice, notre partie qui invente des choses jamais vues, jamais entendues, jamais senties avant. C'est le nouveau. Et la preuve, et là, ça rejoint ce que dit Christian Bobin, la preuve que vous êtes habité, que vous êtes en contact avec votre partie ange, c'est d'être dans la joie. D'être dans la joie, et la joie, c'est pas le plaisir, c'est beaucoup plus fort d'une certaine façon, c'est pas le plaisir, c'est pas le fait d'être juste content. La joie ne s'explique pas par une raison extérieure. Je ne suis pas joyeux parce que j'ai gagné le gros lot, je ne suis pas joyeux même parce que j'ai trouvé une amoureuse. Non, la joie, elle est l'éblouissement de ma vie intérieure qui ne s'explique pas autrement. Eh bien, Patrice Van-Hersen, merci par votre travail, par vos ouvrages, de nous aider à retrouver notre intériorité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.